La deuxième partie de cette intervention est consacrée à ce que j'ai appelé les éléments de cette économie politique républicaine, tels qu'ils apparaissent dans les principaux textes, articles ou lettres qui paraissent dans les journaux républicains en 1792 et au début de 1793. J'ai donc appelé cette partie la construction d'une économie politique républicaine critique. Bon, je ne vais évidemment pas vous présenter tous ces textes de manière chronologique par le menu, parce que ce serait vraiment trop long, mais je vais m'attacher aux thèmes les principaux. Je vais surtout citer les articles de James Madison dans la National Gazette, le journal de Philippe Freneau, mais aussi les Letters to the Yeomanry of the United States de George Logan, paru au tout début de 1793, qui résume un petit peu tous ces arguments républicains. Je donnerai moins d'exemples qui sont pris dans les articles anonymes que j'ai trouvés dans les journaux, mais vous retrouverez ces exemples dans la version écrite du papier. Voilà. Alors, le premier thème de cette critique de l'économie politique aristocratique de Hamilton, que j'ai expliqué la dernière fois, le premier thème, c'est celui de la nécessaire implication de l'ensemble des citoyens, individuellement ou dans le cadre de partis, dans l'examen des actes du gouvernement fédéral et des effets sociaux de sa politique. En effet, l'idée même de parti, on le sait, est problématique dans la tradition républicaine. Il fallait donc légitimer et justifier l'existence et l'action politique de groupes de citoyens, distincts des représentants du peuple et défendant des positions spécifiques, sans pour autant défendre des intérêts particuliers censés être contraires à l'intérêt général. Ça revenait donc à se poser la question de la démocratie et de l'opinion publique dans une république, et en particulier dans le cadre de république fédérale. Est-ce que finalement une opposition était légitime? Est-ce qu'elle était nécessaire? Et dans quel cas? Donc c'est le premier élément de cette économie politique républicaine, la participation des citoyens. En 1787, Madison s'était interrogé sur la tyrannie de la majorité dans le débat constitutionnel de 1787, donc, et il approfondit sa réflexion dans ses articles qui paraissent en 1792 et au début de 93 dans la National Gazette. Dans le numéro du 2 janvier 92, il rappelle que le terme même de république implique l'existence de droits attachés à la totalité du peuple. Par conséquent, tous les bons citoyens devaient jouer le rôle de sentinelles des droits du peuple, sentinelles des autorités du gouvernement confédéral, et over both the rights and authorities of the intermediate government, c'est-à-dire et des droits et de l'autorité des gouvernements intermédiaires, c'est-à-dire des gouvernements des États fédérés. Donc les citoyens avaient le devoir d'examiner la conduite des gouvernements fédérés et du gouvernement fédéral et de les censurer par les voies de la pétition, de la protestation ou de l'élection. C'est-à-dire que les citoyens devaient se constituer en opinion publique, voire en opposition, non à la République, mais à l'action du gouvernement de cette République quand ils estimaient que leurs droits étaient menacés. Alors qu'en 1787, Madison s'inquiétait du fait que le many, la majorité, pouvait opprimer le few, notamment en matière religieuse, son point de vue est un peu renversé en 1792. Seule l'opinion publique pour Madison est souveraine dans une république, comme il l'écrit le 19 décembre 1791 dans la Gazette. Un régime républicain ne peut pas se passer de la circulation de l'opinion, surtout dans un pays étendu comme les États-Unis. Donc pour cela, plusieurs outils s'imposent, des routes, un commerce au sens général, et surtout une presse libre circulant parmi les citoyens. Mais il fallait aussi et surtout que les représentants viennent du peuple, et y reviennent fréquemment pour accélérer la circulation de l'opinion populaire. Dans un autre article qui s'appelait Spirit of Governments, Madison mettait en valeur la nouveauté des gouvernements fondés en Amérique et en France sur l'autorité légitime du peuple. Plus que la mécanique institutionnelle, c'est la volonté de la société qui fonde la République. Donc, dans la conception de Madison, les représentants n'étaient pas comme chez Hamilton ou Adams et les fédéralistes, les dirigeants naturels du peuple, mais seulement les canaux par lesquels devait s'exprimer l'opinion populaire et donc sa souveraineté. Cette opinion est définie par Madison comme la résultante du jeu des opinions particulières sur les actes du gouvernement. D'où une réflexion sur la réflexion des partis en République. Madison distinguait deux types de partis, ce qu'il appelle les natural parties, les partis naturels, qui en fait correspondent à ce que nous on appellerait des classes sociales, tout simplement. C'est-à-dire qu'il existe dans toute société des intérêts divergents, et ces intérêts divergents créent ce qu'il appelle des natural parties. Et il les distingue, ces natural parties, ces partis naturels, des partis artificiels,
artificial parties, fabriquées par une politique qui vise à accentuer les inégalités de propriété et de distinction. Évidemment, Madison visait ici la politique de Adams et les écrits de Adams et la politique de Hamilton. Et donc, dans un autre article du 22 septembre, Madison expliquait que les partis avaient évolué aux États-Unis, que d'abord il y avait eu l'opposition entre les Whigs et les Tories pendant la guerre d'indépendance, puis entre antifédéralistes et fédéralistes en 87, et désormais il y avait des partis naturels, c'est-à-dire d'un côté ceux qui sont favorables to the opulent part of society, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à la partie opulente de la société, et qui croient que l'humanité n'est pas capable de se gouverner elle-même. Ce parti suit le gouvernement et il croit qu'il ne peut, je traduis à la volée, et il croit à l'influence de l'argent et à la terreur de la force militaire. Et donc ce parti, c'est un parti anti-républicain. Ceux qui croient que l'humanité est capable de se gouverner elle-même, qui détestent les pouvoirs héréditaires comme une insulte à la raison et comme un outrage aux droits de l'homme. Et donc ça, c'est le parti évidemment républicain. Le parti anti-républicain est naturellement réduit en nombre, puisque ce sont surtout des riches, et il cherche à se transformer en parti artificiel. De ce côté, le parti républicain représente la grande masse du peuple des États-Unis et devait donc chercher à l'unir pour faire en sorte que le gouvernement administre dans le sens et dans la forme approuvés par le many. Dans un autre article du 20 décembre qui s'appelle Who are the best keepers of people's liberty, quels sont les meilleurs gardiens des libertés du peuple, Madison définit les grandes lignes de fracture entre les deux partis. Le parti anti-républicain voit le peuple comme stupide et porté vers les excès de la liberté. Une fois le gouvernement établi, le peuple doit se contenter d'obéir à ses sages dirigeants qui connaissent bien mieux que lui la vérité et qui attendent du peuple soumission et confiance dans toutes ses mesures. Et donc la politique devait rester réservée à une élite. Le few protège sa propriété et ses intérêts, donc toute critique populaire ne pouvait venir que de mauvais citoyens, de complices de l'athéisme et de l'anarchie français. Ce qui caractérise au contraire le Parti républicain, c'est la confiance dans l'action démocratique du peuple, qui a un intérêt naturel à protéger la République. Certes, le peuple peut être trompé, mais la seule solution aux erreurs momentanées du peuple, c'est le peuple lui-même, sa capacité à s'éclairer par le jeu des opinions libres et par la surveillance active des actes du gouvernement. Et donc, le premier objet du système social n'était pas l'augmentation de la puissance du gouvernement, mais le maintien de la liberté. Alors, tout au long de 1792, les articles de Madison sont repris par la presse d'opposition. Je ne vais pas développer les exemples, vous lirez ça dans la version écrite. Alors, on attaque également, évidemment, la presse fédéraliste, et notamment le journal de Fénot, la Gazette of the United States, comme étant un journal vénal qui défend les thèses du parti anti-républicain. Un certain nombre de commentateurs républicains qualifient cette presse d'organe du Court Party, du parti de la Cour, comme faisant référence au parti de la Cour en Angleterre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On défend aussi l'idée d'examen des mesures du gouvernement par les citoyens parce que l'obéissance passive est contraire au principe même de la Constitution. Tous les citoyens, quelles que soient leurs occupations et leur statut social, sont des sentinelles qui ont un droit égal à la formation de l'opinion publique. Donc voilà, ça c'est le premier aspect. Et ils défendent évidemment, y compris la possibilité du petit peuple, à donner son avis, que ce ne soit pas limité à une espèce d'aristocratie. Et d'ailleurs, Benjamin Franklin Bash, qui est l'un des journalistes les plus importants, qui dirige Philadelphia Aurora, prend l'exemple de Paine. Il dit Paine est critiqué en Angleterre parce que c'était un faiseur de corsets, mais il a bien prouvé que bien que faiseur de corsets, il pouvait examiner la politique comme tout le monde, et sinon mieux que beaucoup de gentlemen. Donc l'exemple de Paine sert à valider la capacité du peuple à examiner les actes des gouvernements. Alors que les fédéralistes méprisent le peuple des mechanics and laborers, c'est-à-dire des ouvriers et des agriculteurs, qui ne peuvent pas, les fédéralistes ne peuvent pas supporter qu'une vulgar creature, qu'une créature vulgaire, représente une voix égale à celle d'un gentleman.
Alors, les appels de la presse républicaine à la vigilance citoyenne redoublent d'intensité à partir de l'été 92, quand les élections générales se profilent, puisque ces élections devaient permettre le remplacement de législature des gouverneurs d'État, mais aussi du président Washington et du vice-président Adams. Bon, pour la présidence, l'affaire a été jouée d'avance, puisque Washington avait annoncé qu'il allait se représenter. Son cabinet lui avait bien forcé la main. Mais en ce qui concerne les postes de vice-président, les républicains appelèrent à barrer la route à la réaction de John Adams, vu comme la tête du parti anti-républicain avec Hamilton. Et donc les fédéralistes et les républicains s'accusèrent mutuellement de mettre en place des tickets, un ticket, c'est toujours comme ça qu'on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des listes de candidats de confiance. Alors donc, on assiste à ce moment-là à la première, en quelque sorte, campagne électorale par le biais des journaux de parti, où on met en avant tel candidat ou tel autre par rapport à soit au parti républicain, soit au parti anti-républicain. Donc, je ne développe pas tout cet aspect. Je le développe dans la version écrite. Le deuxième élément, attendez une seconde. Le deuxième élément de la campagne républicaine, je vais y arriver. Je vous prie de m'excuser, je couperai ça au montage. Le deuxième thème, c'est la critique de la politique économique de Hamilton, accusé d'être un projet socio-économique au service du few contre le many, et d'être le moteur de la corruption, le moteur de la corruption des mœurs républicaines. Donc cette critique s'appuie sur une conception de la propriété qui est définie par Madison dans un article du 29 mars 1792 qui est publié dans la National Gazette. Ce texte, je l'ai déjà mis sur le site révolutionfrançaise.net il y a quelques temps déjà. C'est un texte assez important. Madison rappelle que la propriété ne se limite pas à ce qui a de la valeur pour un homme ou aux propriétés matérielles, mais elle embrasse tout ce qui a de la valeur pour un homme et tout ce à quoi sont attachés des droits réciproques. C'est-à-dire que le sens le plus large du terme propriété recouvre les opinions, y compris religieuses, la libre communication des opinions, la sûreté et la liberté de la personne, mais aussi les moyens matériels ou non d'exercer ses facultés. Excusez-moi, je dois... Il y a des retardataires qu'il faut que je... Désolé. J'intègre, pardon, excusez-moi. D'accord. Alors, c'est bon, ouais. Donc, en un mot, comme l'écrit Madison, dans une belle formule, il utilise cette formule-là, il dit « As a man is said to have a right to property, he may equally be said to have a property in his right. » C'est-à-dire que non seulement les hommes ont un droit à la propriété, mais ils ont aussi une propriété dans leurs droits. Je trouve que c'est une très belle formule. Les gouvernements justes doivent certes protéger les biens matériels, mais aussi garantir la propriété des droits des individus. Or, remarque Madison, la politique de Hamilton contrevient à cette garantie en essayant d'imposer des taxes sur la circulation de la presse, en créant des restrictions arbitraires à l'activité des citoyens, ou à l'inverse, en créant des monopoles qui sont des injures au libre choix des activités des citoyens. La propriété de tous n'est pas garantie quand des taxes inégales, là il fait référence à l'excise, les impôts indirects, quand des taxes inégales sont imposées pour le bénéfice de certaines propriétés, en l'occurrence la propriété financière, aux dépens des autres, et quand les fruits du travail nécessaires à la subsistance des plus démunis sont à nouveau taxés par les impôts indirects sur la consommation. Pour faire République, une société doit donc autant garantir le droit à la propriété des biens que la propriété des droits de tous. Pour Madison, la politique de Hamilton vise à enrichir les riches et donc à créer des inégalités extrêmes de propriété, alors que la condition fondamentale du maintien des mœurs républicaines est au contraire de restreindre l'accumulation immodérée des richesses en se gardant de fournir des opportunités de spéculation aux plus aisés. Une politique républicaine devrait au contraire tendre à, je traduis, réduire la richesse extrême vers un état de médiocrité et au contraire élever l'extrême indigence vers un état de confort. Pour cela, un gouvernement républicain doit s'abstenir de toute mesure qui favoriserait les intérêts du few au détriment du many. Or, en combinant la dette perpétuelle, les impôts indirects pour payer les intérêts de la dette, la Banque nationale et le système industriel de la Somme, on aboutit à un système économique qui va pervertir les fondements de la République en favorisant le few et l'esprit de luxe et de spéculation.
Donc pour Madison et les républicains, le cœur du système d'économie politique aristocratique est la dette artificiellement augmentée, consolidée et perpétuée, puisque c'est pour rembourser la dette qu'a été mis en place le système fisco-financier de Hamilton, et c'est par elle que la corruption s'est installée au sein du gouvernement et de la représentation nationale. Un gouvernement républicain devrait au contraire faire en sorte de rembourser le plus vite possible la dette et d'élever des remparts entre le gouvernement et la gestion de la dette pour éviter la corruption. Comme Madison, tous les commentaires républicains s'élèvent contre l'idée que la dette serait un public blessing, comme le disait Adams, elle est au contraire un public curse, une malédiction publique. Et donc tous les commentateurs, notamment un qui s'appelle Caius, vous savez qu'on utilise beaucoup les pseudonymes, insistent évidemment sur l'expérience anglaise qui a prouvé qu'une dette consolidée était le cœur de la corruption et donc le cœur de l'oppression populaire. Une dette consolidée engendre nécessairement un money interest, c'est-à-dire un intérêt financier distinct de la plus grande partie du peuple, alors que le crédit national qui concerne tous les citoyens n'aurait pas été entamé si on avait commencé à rembourser le principal de la dette au lieu de la fonder au bénéfice des spéculateurs. Pour les républicains, le money interest se renforce du fait de l'explosion du montant de la dette cumulée. C'est pour lui qu'est conçu le projet de la somme, qui n'est rien qu'un autre système de monopole. Les communautés sont donc devenues la proie des spéculateurs et le banking system a cimenté le lien entre le gouvernement et ce nouveau money interest. L'expérience anglaise montre également que la tendance naturelle des systèmes fisco-financiers est la création de nouvelles taxes pour satisfaire aux exigences des spéculateurs et du gouvernement. Un article du 24 mars signé A Farmer dans le Independent Gazetteer analyse le déclin de l'agriculture anglaise au prisme de la croissance du système fisco-financier et de la crue fiscale qu'il engendre. Il faut rappeler quand même que les Anglais sont à l'époque le peuple le plus taxé en Europe et en Amérique. Et donc, ce Farmer prévient que la pente actuelle du gouvernement des États-Unis est de suivre ce modèle qui consiste à sacrifier les intérêts des agriculteurs et des artisans au bénéfice des financiers. La situation économique, présentée comme brillante par les fédéralistes, est en réalité bien plus sombre selon les républicains. Les financiers se sont enrichis, mais aux dépens de qui? Brutus répond que la création et l'augmentation des taxes sur le sel, le thé, le sucre et les nécessités de la vie ont obligé les artisans et les manufacturiers à intensifier leur travail pour pouvoir subsister. Les agriculteurs n'ont pas eu accès aux marchés internationaux comme ils le demandaient depuis longtemps et doivent désormais payer l'excise auprès des commis de l'administration fiscale. Les commerçants ont vu les droits de douane grimper en flèche, alors qu'aucune mesure n'a été prise pour taxer plus lourdement les commerçants anglais, pourtant déjà protégés par l'exclusif dans leur colonie antillaise, fermée aux Américains, pour favoriser la navigation américaine en général, ou encore pour permettre le développement du carrying trade dans le monde. Le carrying trade, c'est le commerce de transit. Finalement, la finance et les officiers du gouvernement ont été les seuls bénéficiaires de la politique hamiltonienne, selon les républicains. Enfin, les salaires des officiers du gouvernement ont cru dans une proportion jamais vue, les dépenses du département de la guerre également, d'autant qu'on a cru bon d'entamer une guerre sanglante, ruineuse et impolitique contre les Indiens. Les républicains ici font référence à ce qu'on appelle la guerre de Pontiac, la première guerre entre les Indiens et les Américains depuis l'indépendance, qui a été un désastre pour l'armée américaine. Bref, les aristocrates et la presse vénale ne cessent de bourdonner aux oreilles des citoyens que tout va pour le mieux. Pourtant, ils n'ont cessé d'introduire des taxes et de les augmenter. Et l'un de ces commentateurs républicains, Caton, se demande même si une nouvelle révolution ne sera pas bientôt nécessaire contre les véritables factieux. Les véritables factieux, ce ne sont évidemment pas les républicains qui critiquent la politique de Hamilton, ce sont les spéculateurs qui voudraient faire gouverner le peuple par le petit nombre bien né. Hamilton, ses proches et ses employés ont opéré une usurpation au sein du gouvernement pour déterminer toute sa politique. L'influence du secrétariat au Trésor est désormais alarmante, car elle forme un centre d'influence et de corruption au sein duquel toutes les mesures sont prises. Il dispose de puissants relais dans le Congrès et usurpe donc aussi l'exercice du pouvoir législatif. Alors, tout au long de 1792, les artisans et les manufacturiers s'inquiètent du projet de manufacture d'État en discussion au Congrès, et les républicains et les journaux républicains relaient leur prise de parole. Une société, the Society for Promoting Domestic Manufactures, la société pour encourager les manufactures domestiques de la ville de Germantown, publie dans la presse républicaine une adresse pour alerter les citoyens
sur les conséquences néfastes du plan Hamilton, qui risque de détruire l'industrie naissante en Amérique. Les artisans et les manufacturiers se plaignent de la concurrence déloyale induite par les privilèges accordés aux ouvriers de la Somme. En effet, les ouvriers de la Somme étaient exemptés de leurs devoirs militaires dans la milice. Mais ce qui inquiète le plus les manufacturiers est l'énorme montant du capital qui serait versé dans la Somme, capital dépassant largement tout ce que les investisseurs privés pouvaient mettre dans leurs ateliers. Par ailleurs, ils condamnent la création de loteries pour indemniser les éventuelles pertes de la Somme. Une telle mesure permettrait aux manufactures d'État de vendre à perte et donc de ruiner la concurrence privée, de même que le privilège d'accès aux matières premières accordé à la Somme. Donc, les artisans, les manufacturiers sont résolument contre, enfin en tout cas ceux qui s'expriment sont résolument contre la politique entre guillemets industrielle d'Hamilton, c'est-à-dire en fait la politique financière qui vise à investir les bons de la dette dans une forme monopolistique de capital industriel. Le droit d'exercer son industrie sans interférence du gouvernement en faveur des plus riches est un droit naturel qui doit être, le droit d'exercer son industrie sans interférence du gouvernement est un droit naturel qui doit être garanti en République. La politique des manufactures d'État tend à introduire une inégalité qui ne peut qu'aboutir à une distinction des rangs et un monopole de la richesse du pays. Le système des primes d'État données aux industriels bénéficiant des fonds publics ressemble à une concurrence déloyale à l'égard des petits entrepreneurs en dehors du système fisco-financier. La conséquence inéluctable d'une telle politique serait de créer ex nihilo une grande industrie, un nouveau Manchester, disent les textes, en Amérique, qui ruinerait la petite propriété industrielle et qui accentuerait les inégalités de richesse, destructrices des mœurs républicaines. Alors, dans deux de ces articles, publiés en mars 1792 dans la National Gazette, Madison s'élève contre le projet de développement industriel à l'anglaise. Le premier article s'appelle Fashion, mode, et le deuxième article s'appelle Republican Distribution of Citizens, la répartition républicaine des citoyens. Et donc, dans ces deux articles, Madison explique qu'il faut éviter le développement de la grande industrie capitaliste en se consacrant à la mise en valeur de l'Ouest, et donc en diffusant la petite et la moyenne propriété foncière et manufacturière. L'économie politique républicaine visait donc à établir un développement intégré, combinant les intérêts agricoles, commerciaux et industriels, et non les intérêts financiers des possesseurs de la dette, de la banque et de la Somme. Dans une lettre du 12 mai 1793 à Madison, Jefferson résumait les deux camps qui se faisaient face. Il les définissait de cette manière. D'un côté, les cercles fashionable, à la mode, et les aristocrates naturels de New York, Philadelphie, Boston et Charleston, les négociants liés au capital anglais, les papermen, les détenteurs des bons de la dette. De l'autre, les négociants se finançant eux-mêmes, les Irlandais, les commerçants, les artisans, les fermiers et tous les autres citoyens. En effet, une bonne partie des producteurs de biens de consommation, et même les grands industriels qui étaient les fabricants de navires, voulaient avant tout être protégés de la concurrence anglaise et avoir accès à un capital que ne leur fournissait pas le système hamiltonien, ni même les banques des États fédérés. D'où la création dans les années 1790 de nombreuses micro-banques locales qu'on appelle les Farmers and Mechanic Banks pour contourner la pénurie de capital. Ces micro-banques étaient indépendantes de la Banque nationale et complétaient les aides déjà accordées par les législatures des États fédérés à ce qu'on appelle les household manufactures, c'est-à-dire les manufactures domestiques durement touchées par l'excise. Donc les républicains n'étaient pas opposés par principe aux banques, mais au monopole bancaire fondé sur la dette. Et d'ailleurs, certains commentateurs, comme A Republican, remarquent dans l'Independent Chronicle de Boston que les banques d'État elles-mêmes ont été aspirées dans le cycle spéculatif par la création de branches locales de National Bank comme à Boston. Donc là aussi, beaucoup d'historiens ont expliqué pendant longtemps que les républicains et jeffersoniens étaient des archaïques parce qu'ils étaient contre le système bancaire. Ils ne sont pas contre un système bancaire. Ils sont contre un système bancaire national et monopolistique. Ils ne sont pas du tout contre le financement des industries par un système bancaire décentralisé et non lié à l'État. Alors, dans trois longs textes paraissant entre mars et 1792, Fresno, le directeur de la National Gazette, et Bache, donc le directeur de l'Aurora, et un autre anonyme qui signe Archimède, montre sur un ton ironique la cohérence politico-économique du plan hamiltonien, qu'il caractérise comme un système aristocratique et monarchique au service du fiou. Ces textes se présentent comme des plans pour subvertir la République de l'intérieur.
Donc le premier de ces textes, chronologiquement, c'est celui de Fresno, qui est intitulé Règles pour changer un gouvernement républicain limité en un gouvernement sans limite et héréditaire. Alors les aristocrates doivent d'abord subvertir la Constitution et les institutions en favorisant la création de titres de rang pour les officiers du gouvernement, en commençant par le principal magistrat, c'est-à-dire le président. Si la manœuvre ne réussit pas immédiatement, il ne faut pas hésiter à laisser la question ouverte pour pouvoir y revenir ultérieurement. C'est ce qui s'était passé évidemment en 1789-90. Il faudra également interpréter la Constitution dans un sens qui n'est pas le sien et imposer autant de précédents qui seront utiles plus tard. Évidemment, les aristocrates publieront dans la presse des ouvrages et des articles favorables à la monarchie et ne manqueront pas d'effrayer les citoyens en compilant l'histoire des troubles politiques provoqués par les couches populaires, décrites sous les aspects les plus noirs. Ces pictures of terror, ces images de terreur, fourniront un utile contrepoint à la description avantageuse des monarchies héréditaires dont on aura soigneusement dissimulé les crimes séculaires. Mais l'outil essentiel pour la création d'une aristocratie, c'est bien la dette publique, que l'on étendra le plus possible et que l'on concentrera dans le moins de nom possible. On prendra bien soin de rendre le domaine des finances particulièrement obscur, en multipliant les formules pour faire en sorte que seul un petit nombre y comprenne quelque chose. Bien entendu, on intéressera directement les membres du corps législatif qui pourront alternativement légiférer et spéculer, ou spéculer et légiférer, jusqu'à ce qu'une partie importante de la propriété de leur mandant soit passée dans les mains. Une fois cela réalisé, eh bien, il sera beaucoup plus facile de passer à l'étape suivante, que je vous résume. En fait, on va créer une véritable aristocratie de la richesse, puis un véritable ordre aristocratique, puis une augmentation des taxes, etc., etc. Et à la fin, une standing army, c'est-à-dire une armée permanente, réprimera les troubles qui auront été provoqués par les troubles fiscaux. Alors évidemment, on poursuivra ce plan en créant une banque incorporée dans laquelle le elect few formera le niveau des honneurs et de la monarchie préparée pour eux, s'enrichira et se renforcera. Et donc on aboutira à une forme monarchique. Alors le commentateur qui s'appelle Archimédès fait la description d'un plan similaire en ajoutant une hiérarchie de titres et de devises de type bouffon, puisque tous les spéculateurs devront être anoblis à raison de leurs gains, mais un minimum de 150 000 $ sera exigé pour entrer dans cette nouvelle aristocratie. Le rang le plus bas sera appelé l'ordre de la sangsue, the Order of the Rich, et ces armoiries représenteront une sangsue agrippée au boyau des pauvres soldats dépouillés de leurs titres financiers. La devise de cet ordre sera « Le sang des braves, la récompense des coquins ». En remontant l'échelle, on trouvera des spéculateurs, on trouvera their rapacities, leur rapacité, their pure chip, leur je sais pas comment traduire ça en français, ou des devises comme public faith, private frauds, foi publique, fraude privée, the many make for the few, etc., etc., etc. Donc on utilise aussi beaucoup l'arme de l'ironie contre les would-be aristocrats, c'est-à-dire ceux qui voudraient devenir des aristocrates. Donc on trouve ça dans la plupart des journaux. Alors, un autre de ces commentateurs qui joue un rôle important parce qu'il publie tout ça dans une brochure qui est beaucoup lue au début de 1780, enfin, elle est rédigée à la fin de 92, mais elle est lue au début de 93, c'est George Logan. Alors, George Logan est l'un des pamphletaires républicains les plus importants de cette année ou de ces années. Qui est George Logan? George Logan est né à Philadelphie, il a fait ses études à Édimbourg. Pendant la guerre, il a été loyaliste, mais il se rallie à l'indépendance. Il est élu au corps législatif de Pennsylvanie et siège jusqu'en 1789. Alors, je ne connais pas, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé la nature des liens personnels et politiques qu'il peut entretenir avec Madison et Jefferson en 1782, mais il est clair que les trois hommes partagent nombre d'analyses. Et donc, George Logan publie deux pamphlets. Le premier, c'est The Letters to the Yeomanry of the United States, c'est-à-dire les lettres à la paysannerie, yeomanry, mais c'est la paysannerie libre des États-Unis, qui consiste en deux séries de lettres qui sont publiées d'abord dans les journaux républicains les plus lus et qui font partie des textes les plus commentés dans la période. Alors, George Logan a été caractérisé par Manuela Alberton comme le seul véritable physiocrate américain, notamment dans son livre, vous oubliez le titre, mais vous retrouverez la référence dans la version écrite. En ce qui me concerne, je ne trouve
que très peu d'éléments du projet physiocratique chez Logan, en tout cas dans la période qui me concerne. Peut-être que par la suite, il s'est converti, mais 92-93, on n'est pas dans un projet physiocratique. Certes, il place l'agriculture au sein de son projet républicain démocratique, mais sa conception de la propriété et la défense des petits producteurs contre une agriculture capitaliste sont, à mon avis, à l'opposé du projet des économistes. Logan a par ailleurs été présenté par l'historiographie américaine comme un agrarien, mais comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, il me semble que cette caractérisation oublie que, pour Logan, comme pour la plupart des théoriciens républicains, le projet d'économie politique républicaine combine agriculture, commerce et manufacture domestique en un projet global qui n'est pas agrarien. D'ailleurs, on peut se demander si, dans la période qui nous occupe, il y a bien un projet politique agrarien. Alors, l'originalité des Letters, c'est que la critique de Logan s'appuie sur un premier constat qui est la nécessité d'une déclaration des droits. Au moment où écrit Logan, au moment où Logan commence à écrire la lettre, le Bill of Rights n'a pas encore été adopté par tous les États. Et donc, le Bill of Rights n'est pas encore rentré, ce qu'on appelle le Bill of Rights, c'est-à-dire la déclaration fédérale des droits, n'est pas encore entrée en vigueur. Je vous rappelle que la question d'une déclaration des droits au niveau fédéral avait été posée dans le débat de ratification de la Constitution, donc entre 87 et 90. La plupart des États fédérés avaient déjà adopté des déclarations des droits entre 1776 et 1784. Il y avait 4 États qui n'avaient pas formellement de déclaration des droits, le New Jersey, New York, la Caroline du Sud et la Géorgie. Mais les autres en avaient une, ou quelque chose qui s'appelait déclaration des droits, ou quelque chose qui en tenait lieu. Mais une bonne partie des fédéralistes s'étaient opposés à la nouvelle déclaration fédérale parce qu'ils la voyaient comme un obstacle possible au renforcement du futur gouvernement national. Donc les fédéralistes s'étaient opposés à la déclaration des droits fédérale. Dans sa correspondance privée, Jefferson s'était prononcé en faveur de la création d'un gouvernement fédéral, mais à la condition expresse qu'une déclaration des droits naturels vienne compléter le projet élaboré à Philadelphie. Sur ce point, Madison était moins péremptoire, du moins avant 89. Je serai d'avis après. Dans une célèbre lettre à Jefferson datée du 17 octobre 88, il écrivait que bien qu'il soit favorable à une déclaration des droits, il n'en faisait pas une question préalable, car les pouvoirs octroyés au gouvernement fédéral étaient limités dans la Constitution, puisque les États fédérés restaient souverains sur la plupart des questions relevant des droits naturels, individuels et collectifs des citoyens. Par ailleurs, écrivait Madison, les déclarations des droits n'étaient souvent que des barrières de parchemin qui offraient peu de protection contre les abus de pouvoir des gouvernements quand les citoyens en avaient besoin. Parce qu'à cette époque-là, Madison était plutôt inquiet de la tyrannie de la majorité contre la minorité, en particulier dans les domaines de la religion. Et donc, pour Madison, une déclaration des droits était indispensable dans une monarchie comme la monarchie française, mais, enfin, comme les monarchies européennes, mais qu'elle était moins utile dans une déclaration, dans une république. Alors, contrairement à Jefferson, qui pensait que tout gouvernement, même populaire, pouvait potentiellement abuser de ses pouvoirs, et qu'il était nécessaire de les limiter très strictement, tout en affirmant avec force ses droits naturels, Madison avait une position plus naïve, peut-être, quand on connaît la suite des événements. Mais il change, puisque entre 1789 et 1791, Madison va se faire l'un des principaux artisans de l'adoption et de la ratification des 10 premiers amendements à la Constitution fédérale, qui constituent ce qu'on appelle le Bill of Rights américain. Donc, voilà où en était la situation au moment où Logan commence à écrire ses lettres. Pour lui, une déclaration fédérale des droits est indispensable pour limiter les pouvoirs de la législature, pour garantir les droits du peuple, en contenant l'ambition des riches et l'avarice du few, déjà fort avancées toutes deux. Comme les autres commentateurs républicains, Logan s'offense des places lucratives créées pour les well-born, des palais et du luxe qui entourent le gouvernement. Une déclaration explicite des droits, placée soit en tête, soit à la suite de la Constitution fédérale, devait protéger les intérêts du peuple laborieux contre les oisifs, qui jouissaient de toutes les commodités de la vie sans travailler et qui tendaient toujours à subvertir les principes du gouvernement à leur profit exclusif. Selon Logan, la Révolution française a pris les précautions nécessaires pour préserver la nation de l'aristocratie des riches en adoptant une déclaration des droits de l'homme as the basis on which their constitution was to stand, c'est-à-dire qui est une base sur laquelle leur constitution est fondée.
D'ailleurs, Logan donne une traduction partielle de la déclaration du 26 août 89 et appelle les Américains à en étudier leur contenu pour s'en inspirer. Si Logan écrit, si les Américains avaient eu une déclaration de ce type dès la création du gouvernement fédéral en 1789, ils ne seraient pas, écrit Logan, soumis à des lois politiques sur le commerce qui sont injurieuses aux intérêts, qui sont contraires aux intérêts des agriculteurs. Ils ne seraient pas soumis à un funding system, à une dette permanente favorisant les spéculateurs. Ils ne seraient pas soumis à un système bancaire sous la direction d'un petit nombre d'hommes. Ils ne seraient pas soumis à des excise laws, donc à des impôts indirects qui spolient les propriétés des fermiers et des producteurs. Le fondement de la société civile, pour Logan, entre les hommes libres, c'est l'égalité des droits et des devoirs de tous les citoyens. C'est pourquoi un gouvernement légal n'est pas un contrat entre des supérieurs et des inférieurs, mais une convention commune à tous, fondée sur les droits de l'homme. Pour Logan, il existe donc une continuité entre l'état de nature et l'état social, et les droits demeurent dans leur pleine vigueur, c'est l'expression qu'il utilise, in their full vigor, dans la société. Et donc, un gouvernement dont le pouvoir outrepasserait ce pourquoi il était constitué, et notamment Logan fait référence à ce qu'on appelle la broad construction, c'est-à-dire la conception élargie du pouvoir exécutif dans l'interprétation de la Constitution, un tel pouvoir serait nécessairement despotique. Logan développe un paradoxe. La France est en train d'apprendre à toute l'Europe les vrais principes de la société civile, alors qu'en Amérique, les mesures du gouvernement s'en incarnent dangereusement, mettant en danger les libertés des citoyens et dépouillent le fermier, l'artisan, le manufacturier et le travailleur de leur capacité à compter pour quelque chose dans le gouvernement de la République. Logan envoie une preuve dans la création de l'excise et dans le rapport sur les manufactures de Hamilton, qui ne peuvent émaner que d'un pouvoir arbitraire. Le luxe d'un gouvernement est un mal passager, mais l'intervention du gouvernement dans les occupations de tous les citoyens est une atteinte aux droits naturels des hommes. Et donc Logan analyse le projet de création de la Somme comme visant à créer une corporation séparée privilégiée, et donc comme une inégalité factice créée par la corruption. Et donc comme une institution, un cheval de Troie, contre l'égalité républicaine et contre les droits naturels des hommes. Pour Logan, je vais citer en anglais, the accumulation of that power which is conferred by wealth in the hand of a few is the perpetual source of oppression and neglect of the mass of humankind. L'accumulation de tant de pouvoirs qui sont conférés par la richesse dans les mains du petit nombre est la source perpétuelle de l'oppression et de la négligence de la plus grande partie de l'humanité. D'autant que les riches possèdent les moyens de concentrer la richesse par leur entente, alors que le nombre, la dispersion, l'indigence et l'ignorance des pauvres ne leur permettent pas de s'associer pour résister aux riches. C'est une idée évidemment qu'on a déjà chez Adam Smith, qu'on a évoqué la dernière fois. C'est pourquoi la loi a le devoir de circonscrire l'inégalité en combattant ce qu'il appelle l'esprit de combination des riches, c'est-à-dire la capacité à se coaliser contre les pauvres. Logan explique que ce n'est pas la distinction des titres en elle-même qui constitue une aristocratie, mais le principe de ce qu'il appelle the partial association, de l'association partielle du petit nombre. Un véritable gouvernement républicain ne doit pas interdire l'activité de tous les citoyens au bénéfice d'un petit groupe d'entre eux, parce que toutes les régulations partielles créent des intérêts séparés dans la société, et donc créent de la jalousie et de la dissension entre les citoyens, dont le vrai intérêt est de rester unis. Or, depuis 1989, la spéculation a permis la construction d'une aristocratie économique, comme en Angleterre, aristocratie qui a en conservé les travailleurs pauvres dans un état de dépendance et de servitude. Alors, ce constat, Logan le poursuit dans sa deuxième série de Letters to the Yeomanry, qui paraissent au début de 1793. Il approfondit sa réflexion et considère désormais que l'esprit de la lutte contre les Anglais a été trahi par les spéculateurs qui se sont enrichis du sang et de la sueur des soldats et des premiers créditeurs de la dette, qui ont imposé un système de taxation, etc. etc. Et donc le système de la dette remet en cause les droits naturels du peuple américain, puisqu'il transforme tous les citoyens en serviteurs du money interest, ce groupe de spéculateurs. À l'image de ce que Jefferson avait exposé dans sa célèbre lettre du 6 septembre 1789 à Madison, et de ce que Paine écrivait dans Rights of Man, Logan propose de limiter à 19 ans le laps de temps, je ne sais plus si c'était 19 ans chez Paine ou chez Jefferson, mais enfin, c'était une limite de ce type-là, pendant laquelle une loi prise par une génération peut continuer à être en vigueur sans violer les droits de ses successeurs. Car la terre appartient collectivement aux vivants et non aux morts.
Certes, un individu qui hérite doit payer les dettes de ses parents, mais rien ne justifie que le paiement de sa dette le place dans une situation pire que celle qui était la sienne avant l'héritage. C'est pourquoi, à l'issue d'une génération, la suivante reprend de manière inconditionnelle la possession de la terre en tant que droit naturel. Les lois sur l'héritage sont des lois civiles, mais la possession de la terre est un droit naturel découlant directement de Dieu. Pour Logan, l'économie politique aristocratique repose en dernière analyse sur l'exploitation de la terre, non seulement par l'imposition de taxes, mais aussi par le commerce. Les propriétés des créateurs publics sont donc fondamentalement une portion des impôts levés sur le peuple. Plus les créditeurs oisifs sont riches, plus le peuple laborieux est pauvre. L'argument selon lequel une dette publique accroît le crédit national oublie que les avances initiales ont été prises sur le labeur des actifs. L'argument fédéraliste selon lequel le remboursement des intérêts de la dette se fait parce que la main droite prend la main gauche ne tient pas, car la main droite et la main gauche n'appartiennent pas aux mêmes personnes. Les travailleurs productifs payent les intérêts de la dette qui sont empochés par les spéculateurs. Par conséquent, les travailleurs productifs perdent de leur capacité d'investissement dans l'économie réelle. Et donc, Logan met en avant le système fisco-financier comme un système d'extorsion. Alors, il n'appelle pas ça plus-value, évidemment, c'est pas un marxiste, mais un système d'extorsion du travail populaire au bénéfice des spéculateurs. Et donc, ça doit être remis en cause. Logan, d'ailleurs, utilise... alors, pour échapper à ça, Logan propose une série de mesures et il utilise notamment les calculs qui avaient été proposés par Paine dans la deuxième partie de Rights of Man. Il cite Paine pour montrer que le consommateur et le producteur sont surtaxés par rapport aux riches. Le nombre de personnes vivant de la charité augmente en Angleterre et les prix des produits de première nécessité ont considérablement renchéri, ruinant les travailleurs pauvres. Pour Logan, ce sont des conséquences du système fisco-financier. Ce ne sont pas une conséquence d'une mauvaise gestion de la dette, mais la conséquence inévitable de la violation des droits naturels que Dieu a ordonné pour réguler les hommes en société. Les superfluités des riches ont donc été acquises par le pillage du peuple laborieux et par les lois injustes qu'ils ont réussi à imposer. Ainsi, en Amérique, une sorte de contre-révolution, alors il n'utilise pas ce terme-là, il utilise le terme de deuxième révolution, a été réalisée à l'avantage de l'avarice des riches. Les citoyens qui ont chassé le tyran anglais, mais ils ont laissé s'établir une money aristocracy, une aristocratie de la richesse, qui a mis à l'encan les droits et les libertés des Américains. Logan en appelle à un renversement de cette logique en replaçant le gouvernement dans les mains du many. Alors, je développe dans la version écrite un certain nombre de commentaires de Jefferson qui, lui, n'intervient pas dans le débat public, mais qui intervient dans sa correspondance privée. Donc, je donne quelques citations, vous les verrez dans la version écrite. Alors, la critique de l'économie politique aristocratique par les républicains se nourrit aussi des événements français, ou du moins de la version parfois déformée qu'en avaient les acteurs, mais aussi des publications anglaises du mouvement radical, parce que tous les journaux républicains publient les textes de la LCS londonienne, des United Irishmen, etc., etc. On a vu que Logan s'appuyait sur la Déclaration des droits pour condamner la politique hamiltonienne. La publication de la deuxième partie de Rights of Man, en juin 1992 aux États-Unis, n'a pas provoqué un débat de même ampleur que celle de la première partie que j'ai évoquée il y a un an. Mais elle est tout de même un élément utilisé dans le débat. Tous les journaux républicains saluent la publication de Paine, le défendent contre les attaques anglaises et se réclament d'une même vision d'une économie politique au service du many. Les toasts républicains publiés dans les journaux, je rappelle que cette pratique des toasts constituait une espèce de liste de mots d'ordre qui était répétée dans les banquets républicains. Et donc, les toasts républicains publiés dans les journaux comportent tous, quasiment tous, un salut à Rights of Man ou à Paine, qualifié de Clarion of Freedom, dans une fête donnée à Tammany Hall à New York, ou associé à l'idée de révolution universelle dans une fête pour le 14 juillet dans la ville de Newark, dans le New Jersey. L'exemple français servit aussi également aux républicains comme un point d'appui dans le combat contre l'aristocratie en Amérique. Dans ses lettres à Paine et à Barlow, Joel Barlow, daté du mois de juin 1792, Jefferson
insisté sur le fait que la France détruisait l'aristocratie et constituait une sorte d'avant-garde révolutionnaire pour les peuples du monde entier, alors que les Américains avaient rétrogradé dans leur marche en permettant qu'un parti aristocratique visant à imposer la constitution anglaise apparaisse en Amérique. Et donc Jefferson écrit à Paine que de nombreux Américains ont besoin de ces leçons de républicanisme, et donc la publication de la deuxième partie de Rights of Man tombe à pic. Dans l'Independent Gazetteer, Brutus place les Français en modèle des pratiques démocratiques dont devaient s'inspirer les républicains en Amérique. Et notamment, il propose de constituer des sociétés populaires comme en France. À cette époque-là, elles n'apparaissent pas encore, elles apparaîtront l'année suivante. L'adresse de la Société pour promouvoir la manufacture domestique de Germantown liait étroitement Révolution française et combat contre la spéculation et les monopoles. Les événements du 10 août et l'abolition de la royauté en France renforcent la conviction des républicains qui accentuent leur soutien à la France, alors même que les fédéralistes ne cessaient de présenter la France comme un asile de fous dirigé par des jacobins déments. À la fin de 1792, les républicains assumèrent même l'accusation de jacobinisme qui leur était renvoyée par les fédéralistes. Un article signé Sidney dans la National Gazette de Fresno prit particulièrement la défense des Français contre les attaques fédéralistes depuis le 10 août et les massacres de septembre. Sidney expliquait que les Français avaient donné au monde un grand exemple pour aider à détruire les monarchies, même limitées. La révolution du 10 août avait même annihilé les espoirs de la monarchie à l'anglaise des aristocrates américains. Le lien entre révolution américaine et parti républicain est particulièrement spectaculaire dans les fêtes collectives organisées, notamment à Boston, pour fêter la victoire de Valmy en janvier 1993. Ces fêtes ont été étudiées par l'historien Simon Newman. Je ne vais pas développer parce que vous retrouvez ça dans la partie écrite. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que ces fêtes en l'honneur de Valmy sont des fêtes purement partisanes, c'est-à-dire que seuls les républicains y participent, seuls les républicains les organisent et y participent. Et ce sont les fêtes qui réunissent le plus de monde, ou en tout cas le plus de participation populaire, depuis 1789. Donc ce sont des fêtes de masse à l'échelle des États-Unis et des fêtes extrêmement populaires. Surtout dans les États du Nord d'ailleurs, où les fédéralistes étaient plus forts, plutôt que dans les États du Sud, où les républicains étaient plus forts. Donc c'est d'ailleurs, Newman remarque aussi que c'est lors de ces fêtes que la présence des femmes et des Noirs, libres, et même de quelques esclaves, est la plus remarquée. Donc la fête du 24 janvier à Boston est particulièrement emblématique du lien établi entre célébration de la Révolution française et discours d'économie politique républicaine. La journée débute par des sortes d'artillerie de la milice. Les élèves des écoles qui sont dispensés de classe défilent et se réunissent pour partager des gâteaux décorés des mots de liberté et d'égalité. Un peu plus tard, une procession d'adultes prend le relais. Elle est composée de délégations d'artisans, de musiciens, de bouchers, dont la mission sera à la fin de la parade de découper les bœufs entiers, puis sur un autel de la démocratie pour les distribuer aux centaines de citoyens. Des grands drapeaux français et américains suivent avec des cartouches, des mots d'ordre, Peace offering to liberty and equality, etc., etc. On chante le Ça ira, on lance des ballons tricolores et on organise un banquet en l'honneur de Thomas Paine et des Rights of Man. Alors, le retentissement de cette fête est très grand. Les journaux républicains la font connaître. Et des fédéralistes comme Adams, ils voient une fête célébrant l'anarchie par la canaille. Mais la séparation de Valmy est une manifestation de la volonté des républicains d'intégrer les classes populaires dans la politique de la ville. Les femmes portent la cocarde et revendiquent le statut de citesse, C-I-T-E-S, T-I-2-S. Citesse, c'était le mot qu'on utilisait pour donner un féminin à citizens. Ce qui suscite les moqueries des fédéralistes, qui ne manquent pas d'accuser les couches populaires de débauche, d'inversion, etc. La forte présence des Noirs et des Marins est elle aussi particulièrement inquiétante pour les fédéralistes. Dans les jours qui suivent, la presse fédéraliste s'en prend à Samuel Adams, pas John Adams, Samuel Adams, le gouverneur du Massachusetts, en l'accusant de gubernatorial insanity, de folie gouvernementale, je ne sais pas comment traduire ça, de folie gouvernatoriale. Au-delà de la célébration de Valmy, ce qui est mis en avant, c'est le lien évidemment avec la Révolution française, mais aussi les dangers qui menacent le républicanisme en Amérique. Et donc, pour conclure, les fêtes en l'honneur de la République française
La Révolution française de Boston, Philadelphie, New York et Charleston occupent l'espace urbain, permettent aux classes populaires d'exprimer leur opposition au gouvernement fédéraliste et de défendre publiquement les thèmes de l'économie politique républicaine. Le port de la cocarde, le fait d'entonner les chansons françaises, les festivités urbaines sont autant de gestes qui évoquent la nécessité d'approfondir la Révolution américaine en se ressourçant au républicanisme en France. Car c'est bien l'idée d'une révolution américaine inachevée ou mise en danger par l'économie politique aristocratique qui domine le discours républicain dans ces fêtes. Au-delà de la célébration, les toasts mettent en valeur l'identité entre la Révolution française et les aspirations démocratiques aux États-Unis. Les toasts à Thomas Paine ou Rights of Man sont des mots d'ordre mobilisateurs pour le combat contre l'aristocratie en Amérique. Les fêtes et les symboles utilisés dans la célébration sont une manière de mettre en pratique l'inclusion de tous les citoyens, y compris ceux des classes populaires, voire des femmes et des noirs, au service d'une nouvelle économie politique républicaine.